Comment faire renaître une forêt sans planter un seul arbre? C'est une question qui semble défier la logique, un paradoxe écologique. En 2006, lorsque le gouvernement éthiopien, en collaboration avec des partenaires internationaux, a annoncé un plan national de restauration fondé sur cette prémisse même, le monde a réagi avec un mélange de confusion et de scepticisme non dissimulé. Dans les couloirs des conférences environnementales mondiales et dans les colonnes des revues scientifiques, l'idée a été accueillie au mieux avec condescendance, au pire avec un ridicule pur et simple. L'Éthiopie, une nation marquée dans la mémoire collective mondiale par les images déchirantes de la famine des années 1980, un paysage de terre craquelée et de cieux poussiéreux, prétendait pouvoir inverser des décennies de dégradation environnementale non pas avec des pépinières et des campagnes de plantation massives, mais en faisant confiance à quelque chose d'invisible, une ressource cachée sous la surface même de ces terres dévastées. L'histoire qui allait se dérouler dans les années suivantes allait cependant remettre en question les fondements mêmes de la pensée conventionnelle en matière de restauration. Elle se concentrerait sur une région particulière nommée Imbo, un ensemble de bassins versants qui était devenu l'emblème de l'effondrement écologique du pays. C'était un lieu où l'espoir s'était érodé aussi sûrement que la terre végétale. Pourtant, ce qui s'est passé ici n'était rien de moins qu'une transformation. Ce n'était pas l'histoire de bulldozers et de grands projets d'ingénierie. C'était une histoire de patience, d'observation et d'une redécouverte profonde d'une sagesse ancienne, soutenue par une technique simple mais révolutionnaire. Comment ce pays, autrefois au bord de l'effondrement écologique total, a-t-il réussi à faire reverdir ses collines? Pourquoi une méthode rejetée comme fantaisiste s'est-elle avérée être la clé non seulement de la renaissance d'une forêt, mais aussi de la revitalisation de communautés entières? C'est une histoire sur la résilience de la nature, mais plus encore, sur le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et de reconnaître le potentiel qui se trouve, souvent oublié, juste sous nos pieds. Pour comprendre la profondeur de la crise éthiopienne, il faut d'abord se souvenir de la splendeur de ce qu'elle a perdu. L'Éthiopie n'est pas un paysage intrinsèquement aride. C'est le berceau de l'humanité, un plateau majestueux et diversifié qui a donné naissance à une biodiversité stupéfiante. Historiquement, c'était une terre de forêts luxuriantes et denses. Les hauts plateaux éthiopiens, qui constituent l'épine dorsale du pays, étaient autrefois couverts d'une mosaïque de forêts afromontagnardes, de forêts de genévriers odorants, d'oliveraies sauvages et de forêts-galeries denses le long de ces innombrables rivières et ruisseaux. Ces forêts n'étaient pas seulement des collections d'arbres, elles étaient les poumons et le cœur battant de la région. Elles capturaient les pluies de mousson, les libérant lentement dans les cours d'eau qui allaient former le Nil bleu, assurant la subsistance non seulement de l'Éthiopie, mais aussi du Soudan et de l'Égypte en aval. Un chroniqueur du début du XXe siècle a décrit le voyage à travers le pays comme un passage à travers un océan vers sans fin. Cette richesse écologique a nourri une civilisation unique pendant des millénaires. Les forêts fournissaient du bois pour la construction et le combustible, des plantes médicinales pour guérir les malades, du fourrage pour le bétail et un habitat pour une faune abondante. La relation entre le peuple et la forêt était symbiotique. Des pratiques de gestion traditionnelles, souvent ancrées dans des croyances religieuses, protégeaient des parcelles de forêt en tant que lieu sacré. Les églises orthodoxes éthiopiennes, par exemple, sont souvent entourées de bosquets d'arbres anciens, de petites oasis de biodiversité préservées qui servent de capsules temporelles vivantes, nous montrant un aperçu de ce à quoi ressemblait autrefois la majorité du paysage. Ces forêts d'églises étaient des sanctuaires, à la fois spirituellement et écologiquement, où la hache ne tombait jamais. C'était une reconnaissance tacite que la santé de la terre et la santé de la communauté étaient inextricablement liées. Mais cette harmonie n'a pas duré. Le catalyseur de la catastrophe n'a pas été un seul événement, mais une lente et implacable attrition qui s'est accélérée de façon exponentielle au cours du XXe siècle. La cause principale était la pression démographique. Alors que la population de l'Éthiopie augmentait, le besoin de nouvelles terres agricoles devenait de plus en plus pressant. Les familles avaient besoin de plus d'espace pour cultiver le teff, le blé et l'orge, les aliments de base de leur régime alimentaire. Parallèlement, le besoin de combustible a explosé. Dans un pays où plus de 90% de l'énergie provenait de la biomasse, les arbres étaient la principale source de combustible pour la cuisine et le chauffage. Chaque jour, des millions de personnes se dirigeaient vers les forêts restantes pour couper du bois. C'était un acte de survie quotidien qui, multiplié par des millions, est devenu un acte de suicide écologique involontaire. Des décennies d'instabilité politique, de conflits et de changements de régime foncier ont exacerbé le problème. Les systèmes de gestion traditionnels se sont effondrés. La forêt, qui appartenait autrefois à la communauté, n'appartenait plus à personne et donc à tout le monde. Une tragédie des biens communs s'est déroulée à l'échelle nationale. Les arbres ont été abattus à un rythme alarmant, non pas par malice, mais par nécessité désespérée. Les agriculteurs, cherchant à nourrir leurs familles, défrichaient les pentes abruptes des collines, des terres qui n'auraient jamais dû être cultivées. Ils n'avaient pas le choix.
Pendant ce temps, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, l'élément le plus crucial de la future Renaissance était en train d'être créé. Chaque fois qu'un arbre était abattu, son système racinaire restait souvent vivant sous terre. Ces souches, des centaines de millions d'entre elles, ne sont pas mortes. Elles sont entrées en dormance, formant un vaste réseau caché, une forêt souterraine, attendant patiemment, silencieusement, une opportunité de repousser. Personne ne lui prêtait attention. C'étaient simplement des obstacles à contourner lors du labourage, les fantômes d'un monde perdu. Personne n'aurait pu prédire que ces vestiges apparemment sans vie détenaient la clé du salut du paysage. L'escalade des conséquences a été brutale et rapide. Le déclin n'était pas linéaire. Il a atteint un point de basculement où l'écosystème a commencé à s'effondrer sur lui-même. Sans la couverture protectrice des arbres, le sol était exposé aux éléments. Les pluies saisonnières, autrefois une bénédiction qui reconstituait les aquifères, sont devenues une malédiction. Au lieu de s'infiltrer doucement dans le sol, l'eau de pluie martelait la terre nue, délogeant la précieuse couche arable et l'emportant dans des torrents de boue brune. Les vents, qui balayaient désormais sans entrave des paysages dénudés, emportaient la poussière fine et fertile, la laissant tomber à des milliers de kilomètres de là, dans l'océan. Un biologiste de la conservation travaillant dans la région à l'époque a décrit le processus de manière sinistre. L'Éthiopie exportait sa ressource la plus précieuse, son sol, 1 tonne à la fois, à chaque saison des pluies. La croissance de cette catastrophe était quantifiable. Les estimations suggèrent qu'au début des années 2000, l'Éthiopie perdait plus d'1 milliard de tonnes de terre végétale chaque année. Le paysage se transformait littéralement sous les yeux des gens. Les collines verdoyantes de leur enfance devenaient des squelettes de roches stériles. Les rivières qui coulaient toute l'année se sont transformées en oueds saisonniers, rugissant de manière destructrice pendant les pluies et se desséchant complètement pendant des mois. Les sources d'eau dont les villages dépendaient depuis des générations se sont taries, obligeant les femmes et les enfants à marcher de plus en plus loin chaque jour pour trouver de l'eau. La perte de biodiversité a été catastrophique. Les oiseaux ont disparu parce qu'il n'y avait plus d'arbres pour nicher. Les abeilles ont disparu parce qu'il n'y avait plus de fleurs pour butiner. Les petites créatures des bois ont disparu parce que leur habitat n'existait tout simplement plus. L'écosystème devenait une coquille vide. Cette dégradation progressive a atteint son apogée horrible et mondialement visible avec la famine de 1983 à 1985. Bien que déclenchée par une grave sécheresse, l'ampleur de la famine a été massivement amplifiée par des décennies de mauvaise gestion des terres. Un paysage sain et résilient aurait pu mieux supporter une période de faibles précipitations. Mais le paysage éthiopien était déjà à genoux. Lorsque les pluies ont cessé, le système s'est complètement effondré. Les rendements des cultures ont chuté. Le bétail est mort par manque de fourrage et d'eau. La catastrophe humaine qui a suivi a choqué la conscience du monde. Des images de camps de réfugiés surpeuplés et d'enfants émaciés ont été diffusées sur les écrans de télévision du monde entier, définissant l'Éthiopie pour toute une génération. C'était la manifestation ultime de l'effondrement écologique. Lorsque la Terre ne peut plus subvenir aux besoins de ses habitants, la société elle-même commence à se désintégrer. La région d'Imbo, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, était un microcosme de cette tragédie nationale. Ces 7 bassins versants étaient autrefois boisés et productifs. Mais au début des années 2000, ils étaient presque entièrement dénudés. Les collines étaient nues et rocheuses, coupées de ravins profonds creusés par l'érosion. La productivité agricole avait chuté si bas que la région dépendait chroniquement de l'aide alimentaire. Les agriculteurs locaux se souviennent d'une période de désespoir total. Un ancien de la communauté a raconté « Le vent nous apportait de la poussière, pas de la pluie. Le sol était fatigué. Nos enfants avaient faim. Nous pensions que Dieu nous avait abandonnés et que cette terre était maudite pour toujours. » L'impact économique était dévastateur. La perte de sol signifiait des rendements agricoles plus faibles. Le manque de bois signifiait que les gens devaient brûler du fumier de vache séché comme combustible, privant davantage les champs de nutriments essentiels. C'était un cercle vicieux de pauvreté et de dégradation environnementale, chaque problème aggravant l'autre. Le coût humain n'était pas seulement la faim. C'était la perte de dignité, la perte d'espoir et l'érosion d'une culture autrefois fière et autosuffisante. La crise avait atteint son paroxysme. Les tentatives passées de résoudre le problème avaient été coûteuses et largement inefficaces. Des millions de dollars avaient été dépensés dans des programmes de plantation d'arbres. Des organisations bien intentionnées arrivaient avec des camions chargés de jeunes plants, souvent des espèces non indigènes comme l'eucalyptus, et les plantaient sur les collines dégradées. Mais les taux de survie étaient terriblement bas. Les jeunes arbres, plantés dans un sol pauvre et compacté, luttaient pour survivre sous le soleil brûlant et sans eau adéquate. Ils étaient souvent broutés par le bétail ou coupés par des villageois désespérés à la recherche de bois de chauffage.
C'était comme essayer de guérir une blessure grave avec un petit pansement. L'approche était fondamentalement erronée. Elle traitait le symptôme, le manque d'arbres, sans s'attaquer à la cause profonde de la dégradation des terres et sans impliquer les communautés locales d'une manière significative. C'est dans ce contexte de désespoir et d'échecs répétés qu'une idée radicalement différente a commencé à prendre racine. Le tournant n'est pas venu d'un laboratoire de haute technologie ou d'une conférence de donateurs à gros budget, mais de l'observation attentive d'un agronome australien nommé Tony Rinaudo. Travaillant au Niger dans les années 1980, une autre nation aux prises avec la désertification, Rinaudo était frustré par l'échec de ses propres efforts de plantation d'arbres. Il était sur le point d'abandonner. Un jour, en regardant un paysage apparemment stérile, il a remarqué les petits buissons qui parsemaient le sol. La plupart des gens les ignoraient ou les coupaient. Mais Rinaudo a regardé de plus près. Il s'est rendu compte que ce n'étaient pas des semis. Les feuilles de ces buissons ne correspondaient à aucune graine qui aurait pu germer là. C'étaient des repousses, des drageons poussant à partir des souches d'arbres qui avaient été abattus des années, voire des décennies, auparavant. Ce fut un moment de révélation. Le problème n'était pas que le désert avançait, c'était que la forêt était toujours là, attendant sous terre. Il l'appelait la forêt souterraine. À partir de cette simple observation, il a développé une technique qu'il a nommée régénération naturelle gérée par les agriculteurs, ou FMNR en abrégé. La méthode était d'une simplicité désarmante. Au lieu de planter de nouveaux arbres, les agriculteurs sélectionnaient les pousses les plus saines et les plus droites poussant sur une souche d'arbre existante. Ils taillaient ensuite toutes les autres pousses, canalisant toute l'énergie du système racinaire dans ces quelques tiges sélectionnées. Ils protégeaient ensuite ces jeunes arbres en herbe du bétail et des incendies. C'est tout. C'était une forme de jardinage, de taille et d'entretien, appliquée à un paysage entier. La stratégie était révolutionnaire pour plusieurs raisons. Premièrement, elle était pratiquement gratuite. Elle ne nécessitait pas de pépinière, de transport ou de plans coûteux. Les seules ressources nécessaires étaient les outils que les agriculteurs possédaient déjà, un couteau ou une machette, et leur temps. Deuxièmement, elle était rapide. Parce que les pousses étaient alimentées par un système racinaire mature et établi, elles poussaient beaucoup plus vite que des jeunes plants fraîchement plantés. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, elle était responsabilisante. Elle mettait le pouvoir de la restauration directement entre les mains des personnes qui vivaient sur la terre. Ce n'était plus quelque chose qui leur était fait par des étrangers. C'était quelque chose qu'ils faisaient pour eux-mêmes. Lorsque cette idée a été proposée pour l'Éthiopie au milieu des années 2000, elle a été accueillie avec une immense controverse. Des organisations comme World Vision, convaincues par le succès de Rinaudo au Niger, ont commencé à la promouvoir auprès du gouvernement éthiopien comme une solution potentielle à l'échelle nationale. Mais la communauté internationale du développement et de l'environnement était profondément sceptique. Un hydrologue européen a souligné lors d'une conférence « Les systèmes racinaires dans des sols aussi dégradés sont probablement morts ou moribonds. S'attendre à ce qu'ils soutiennent une nouvelle croissance forestière à grande échelle est de la pensée magique. » Les critiques craignaient que cela ne donne aux gens de faux espoirs et ne détourne des fonds de méthodes éprouvées, quoique souvent infructueuses, comme la plantation d'arbres. Même au sein des communautés locales, il y avait de la résistance. Un agriculteur d'Imbo a admis plus tard « Pendant des générations, on nous a appris que pour préparer un champ, il faut tout défricher. Ces buissons étaient des mauvaises herbes. L'idée de les nourrir et de les entretenir semblait folle. C'était le contraire de tout ce que nous savions sur l'agriculture. Le plan était un pari audacieux, lancé face à la sagesse conventionnelle et au doute généralisé. C'était un acte de foi dans le pouvoir de guérison invisible de la terre elle-même. La mise en œuvre du projet Imbo a commencé en 2006. Ce n'était pas une simple directive venue d'en haut. Le processus était profondément participatif, une condition essentielle à son succès. Des facilitateurs de projets se sont rendus dans les 7 communautés des bassins versants, organisant d'innombrables réunions sous les rares acacias ou dans les salles de classe des villages. Ils n'ont pas commencé par donner des ordres, ils ont commencé par poser des questions. Ils ont demandé aux anciens de décrire à quoi ressemblait la terre dans leur jeunesse. Ils ont demandé aux agriculteurs de lister les problèmes auxquels ils étaient confrontés chaque jour, l'érosion des sols, le manque d'eau, le manque de fourrage. Lentement, ils ont construit une vision commune du problème. Ensuite, ils ont présenté le concept de FMNR. Ils n'ont pas utilisé de jargon scientifique. Ils l'ont expliqué en termes simples, comme un jardinage pour les arbres. Ils ont emmené des groupes d'agriculteurs sceptiques sur des parcelles de démonstration et leur ont montré comment identifier les souches, sélectionner les meilleures tiges et tailler les autres. La logistique était complexe et nécessitait une organisation sociale méticuleuse. Les communautés ont dû se mettre d'accord sur de nouvelles règles pour gérer le paysage collectivement.
Des zones de terre communales ont été désignées pour la régénération. Des règles ont été établies pour contrôler le pâturage du bétail, la partie la plus difficile du puzzle. Des gardes ont été désignés par la communauté pour patrouiller dans les zones de régénération et s'assurer que les animaux n'endommageaient pas les jeunes pousses. Des comités de gestion des forêts ont été élus pour superviser le projet et régler les différends. C'était un exercice de gouvernance locale autant qu'un exercice de restauration écologique. Les premières étapes ont été remplies de défis et de revers. Dans les premiers mois, la résistance humaine était le plus grand obstacle. Certains membres de la communauté, peu convaincus, ont continué à laisser leur bétail paître librement, ce qui a entraîné des conflits avec leurs voisins. Un facilitateur du projet se souvient, il y a eu des disputes houleuses. Les gens disaient « Mes chèvres ont besoin de manger aujourd'hui. Je ne peux pas m'inquiéter d'un arbre qui existera peut-être dans 5 ans. » Il a fallu une immense pression sociale et la persévérance des dirigeants communautaires pour faire respecter les nouvelles règles. Il y avait aussi des défis biologiques. Une saison des pluies particulièrement faible la première année a ralenti la croissance initiale, renforçant le scepticisme de certains. Le progrès était lent, presque imperceptible au début. Pendant plus d'1 an, les collines semblaient toujours aussi nues. C'était une période de mise à l'épreuve de la foi collective du projet. Puis, lentement, les premiers signes d'espoir ont commencé à apparaître. Ce n'était pas un seul événement spectaculaire, mais des milliers de petites victoires. Après la deuxième saison des pluies, les tiges taillées avaient poussé de manière significative, dépassant la hauteur d'une personne dans de nombreux cas. Un agriculteur a remarqué que le sol sous ces arbres en régénération restait humide pendant des jours après une pluie, alors que les zones non traitées se desséchaient en quelques heures. Une fine couche d'herbe a commencé à pousser à l'ombre des nouvelles feuilles, fournissant une source de fourrage inattendue. Un ancien du village a rapporté avoir vu une espèce d'oiseau qu'il n'avait pas vu depuis son enfance, en train de construire un nid dans l'un des jeunes arbres d'acacia. Ce furent les premières lueurs, la première preuve tangible que le plan fou fonctionnait peut-être. Ces petits succès ont été célébrés et partagés au sein de la communauté, renforçant la détermination et transformant les sceptiques en partisans. La vue de l'herbe verte poussant là où il n'y avait que de la poussière était plus convaincante que n'importe quel discours ou atelier. Le paysage lui-même devenait le meilleur avocat du projet. Le point de basculement est survenu vers la 3e ou la 4e année. C'est à ce moment que la reprise est passée d'un processus lent et laborieux à un phénomène qui s'auto-entretient et s'accélère. Les jeunes arbres étaient maintenant assez grands et denses pour créer leur propre microclimat. Leurs auvents fournissaient de l'ombre, refroidissant le sol et réduisant l'évaporation. Chaque année, ils perdaient leurs feuilles, qui se décomposaient pour former une nouvelle couche d'humus, la première couche de nouvelle terre végétale que ces collines avaient vue depuis des décennies. Les systèmes racinaires, maintenant revigorés et en expansion, agissaient comme un filet, retenant le sol en place et empêchant l'érosion. Lorsque les pluies arrivaient, l'eau ne s'écoulait plus en torrents destructeurs. Au lieu de cela, elle s'infiltrait doucement dans le sol spongieux, rechargeant les sources souterraines. La forêt souterraine avait refait surface, et elle commençait à remodeler activement son environnement. C'était la percée. La nature, une fois qu'on lui en a donné la chance, prenait le relais. Ce qui a suivi a été une cascade stupéfiante de succès, un effet domino écologique qui a dépassé même les prévisions les plus optimistes des promoteurs du projet. Le premier domino à tomber a été la végétation. En quelques années, les collines autrefois nues et brunes de Timbaud ont été recouvertes d'un manteau vert luxuriant. Plus de 2700 hectares de terre dégradées, une superficie équivalente à des milliers de terrains de football, ont été restaurés en une forêt naissante et dynamique. Des espèces d'arbres indigènes qui avaient été considérées comme localement éteintes ont réapparu, leurs graines ayant sommeillé dans le sol ou leurs souches ayant attendu patiemment. Des acacias, des terminalias et d'autres espèces indigènes ont prospéré. Le paysage était vivant. Le retour de la végétation a déclenché le domino suivant, le retour de la faune. Les insectes sont revenus en premier, attirés par les nouvelles fleurs et la nouvelle biomasse. Les abeilles, cruciales pour la pollinisation, ont prospéré, ce qui a conduit à l'émergence d'une nouvelle industrie locale, l'apiculture. Puis les oiseaux sont revenus, se régalant des insectes et des fruits et dispersant les graines plus loin, accélérant ainsi le processus de régénération. Bientôt, de plus petits mammifères comme les dik-dik, les phacochères et les hyènes ont été observés dans les forêts en régénération. L'écosystème se réassemblait, maillon par maillon. Le changement le plus profond et le plus vital a peut-être été la restauration du cycle de l'eau. Avec le sol capable d'absorber à nouveau l'eau de pluie, les sources souterraines ont commencé à se remplir. Des sources qui étaient à sec depuis plus de 30 ans ont recommencé à couler, fournissant de l'eau potable propre au village. Des ruisseaux qui ne coulaient que quelques heures après une tempête coulaient désormais pendant des semaines, voire des mois.
Un hydrologue qui a étudié le projet a été stupéfait, notant « Les communautés n'ont pas seulement fait repousser une forêt, elles ont littéralement fait renaître leur rivière. » C'est une démonstration de classe de maître de la façon dont la santé des forêts et la sécurité de l'eau sont deux faces d'une même médaille. La grande révélation a été la transformation de la vie humaine. Les bénéfices économiques ont été immenses et variés. Les familles pouvaient désormais récolter du bois de chauffage de manière durable en taillant les branches de leurs arbres en régénération, ce qui signifiait qu'elles n'avaient plus à brûler le précieux fumier de vache. La nouvelle croissance de l'herbe sous les arbres fournissait un fourrage riche pour le bétail, qui devenait plus sain et plus productif. Les rendements des cultures dans les champs adjacents ont augmenté, car les arbres servaient de brise-vent et l'amélioration de la rétention d'eau dans le paysage profitait à tout le monde. De nouvelles sources de revenus sont apparues. Les gens vendaient du bois, du miel, du fourrage et des fruits sauvages sur les marchés locaux. L'économie locale, autrefois dépendante de l'aide extérieure, devenait diversifiée et autosuffisante. Une étude de la Banque mondiale a calculé que le projet INBO générait une valeur économique significative avec un taux de rendement stupéfiant sur l'investissement initial. Plus important encore, la faim a reculé. La région, autrefois un cas d'école de l'insécurité alimentaire, est devenue un exemple de résilience. 10 ans seulement après le début du projet, les scientifiques et les experts du développement qui avaient initialement tourné l'idée en dérision étaient stupéfaits. La transformation était complète. Un agriculteur local, debout sur une colline qui était autrefois de la roche nue et regardant une vallée verdoyante, l'a dit simplement « C'est fait. Nous avons guéri notre terre, et elle nous a guéris en retour. » L'histoire de INBO a provoqué un changement de paradigme dans la façon dont les scientifiques et les praticiens du développement pensent la restauration des écosystèmes. La nouvelle leçon était profonde. La solution la plus puissante n'est pas toujours la plus compliquée ou la plus chère. Pendant des décennies, l'approche de la restauration a été dominée par une mentalité d'ingénierie. Nous, les humains, devons réparer la nature en lui imposant nos solutions. La plantation d'arbres, bien qu'importante dans certains contextes, incarnait cette approche. INBO a prouvé que dans de nombreux paysages dégradés, une approche plus humble et plus collaborative est bien plus efficace. Il s'agit de passer de l'imposition d'une solution à la facilitation de la propre capacité de guérison de la nature. La réponse n'était pas dans un sac de jeunes plants importés. Elle était déjà dans le sol, attendant d'être libérée. Cette prise de conscience a redéfini le rôle des communautés locales. Dans l'ancien modèle, les agriculteurs étaient souvent considérés comme des bénéficiaires passifs de l'aide ou, pire, comme les auteurs de la dégradation. Le modèle FMNR les a recadrés en tant qu'acteurs principaux, en tant que gardiens de la restauration. Ils n'étaient pas le problème, ils étaient la solution. Ce changement de perspective est peut-être l'héritage le plus durable du projet. Il a démontré que la restauration écologique à grande échelle est possible lorsque les incitations environnementales et économiques sont alignées et lorsque les communautés locales ont un véritable sentiment d'appropriation et de contrôle sur leurs ressources. Bien sûr, le succès ne signifie pas la fin des défis. Des menaces persistantes demeurent. Le changement climatique continue de faire peser le spectre de sécheresses plus fréquentes et plus intenses, qui pourraient mettre à rude épreuve même ces écosystèmes nouvellement résilients. La pression démographique en Éthiopie ne disparaît pas, ce qui signifie que la demande de terres et de ressources continuera d'être une préoccupation. La gestion de l'équilibre entre la conservation et les besoins de subsistance est un processus continu, pas une victoire ponctuelle. Les scientifiques soulignent également la nécessité de surveiller la diversité génétique à long terme des forêts régénérées. Bien qu'elles soient composées d'espèces indigènes, elles proviennent d'un stock de souches survivantes, et des efforts pourraient être nécessaires à l'avenir pour introduire une nouvelle diversité génétique afin de garantir leur santé à long terme. Pourtant, malgré ces défis, l'histoire de INBO est devenue un modèle mondial. Le succès de la FMNR a fait des vagues bien au-delà des frontières de l'Éthiopie. La technique, autrefois considérée comme excentrique, est maintenant promue par les Nations Unies, la Banque mondiale et de grandes ONG de conservation comme un outil de premier plan dans la lutte contre la désertification et le changement climatique. Des projets inspirés par INBO ont vu le jour dans plus de 25 pays africains et au-delà, en Asie et en Amérique latine. Des millions d'hectares sont en cours de restauration en utilisant ces principes. C'est devenu un phare d'espoir, une démonstration puissante que les paysages dégradés que beaucoup avaient considérés comme des cas désespérés peuvent être ramenés à la vie. Il a fourni un plan directeur pour la façon dont l'humanité peut commencer à guérir les blessures qu'elle a infligées à la planète. Au final, le récit de INBO transcende l'écologie. C'est une parabole sur la perspective. C'est l'histoire de la façon dont un groupe de personnes, guidées par une idée simple, a appris à voir une forêt là où d'autres ne voyaient qu'un désert. Ils n'ont pas planté d'arbres, mais ils ont cultivé l'espoir. Ils n'ont pas importé de solutions,
mais ils ont redécouvert une sagesse cachée dans leur propre sol. L'héritage de cette transformation n'est pas seulement écrit dans les collines verdoyantes et les cours d'eau rétablis de l'Éthiopie. Il est écrit dans le principe retrouvé selon lequel la nature est un allié, pas un adversaire, et que la restauration la plus profonde est celle qui restaure non seulement la terre, mais aussi la relation entre la terre et ses habitants. C'est une leçon qui résonne bien au-delà de l'Éthiopie, offrant une voie à suivre dans un monde qui a désespérément besoin de guérison.